Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast des plongeurs Padawan. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Kevin Sampé. Salut, bonjour. Bonjour. Salut. Kevin, tu es un homme d'image puisque tu es spécialiste dans la vidéo sous-marine. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ton parcours et ton travail, s'il te plaît ? Déjà, c'est pas du tout un parcours d'image que j'ai, puisque j'ai jamais fait d'études dans l'image ou quoi que ce soit. J'ai un parcours tout à fait normal avec un bac littérature, voilà. J'ai pas fait d'études dans l'image, par contre j'ai toujours travaillé plus ou moins dans l'image, puisque quand j'avais à peu près ton âge, 15 ans, 16 ans. T'as quel âge toi ? J'ai 15 ans. 15 ans, ouais. 15-16 ans. J'ai commencé en fait par le biais de mon père qui travaillait dans la musique, à travailler comme assistant pour un photographe. Et donc, en fait, j'ai commencé dans l'image comme ça, en assistant cette personne que je suivais partout sur des tournages, sur des shootings photos, etc. Donc, j'ai appris la photographie un peu comme ça, sur le tas, en étant assistant photographe. Il faisait aussi de la caméra, donc j'ai commencé à prendre la caméra, puis je commençais à travailler pour lui, etc. Et très vite, en fait, je me suis retrouvé un peu dans le milieu du travail, très très tôt, à bosser comme photographe, caméraman, etc. Et puis, comme je faisais un petit peu de chasse sous-marine à ce moment-là en même temps, et que j'avais un niveau 1 de plongée assez basique, j'étais aussi à côté de ça un peu plongeur, mais j'ai jamais vraiment fait les deux en même temps. C'est en travaillant sur un documentaire avec Albert Falco, qui était l'ancien capitaine de la Calypso, de Cousteau. Donc je me suis rapproché de cette sphère-là et j'ai travaillé pour la télévision sur un documentaire pour lequel je tournais. Et j'ai vu mes collègues caméramans plonger. Et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que j'arrive à joindre les deux, l'image et la plongée. Et hop, je suis rentré en France et puis j'ai passé mes niveaux. Je me suis acheté une première petite caméra sous-marine. J'ai commencé à faire des images pour moi. Puis finalement, j'ai commencé à vendre des prestations. Puis j'ai commencé à monter, à me faire un nom. Et petit à petit, les rencontres, tout ça, ça a pris du temps. Ça a mis 8 ou 9 ans. Et petit à petit, j'ai commencé à faire du documentaire. J'ai continué en étant présentateur sur Canal. Et puis aujourd'hui, j'ai fait que ça, l'image sous-marine. C'est ma spécialisation. Alors, je fais aussi l'image terrestre, mais aussi quand même principalement l'image sous-marine. Voilà. Est-ce que tu as commencé par la plongée ou par la vidéo ? Moi, je fais partie de cette catégorie de gens qui ont été opérateurs, chefs opérateurs, donc du métier de l'image, avant d'être plongeurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font l'inverse, qui sont plongeurs et qui se mettent à l'image. Mais pour moi, et ça fait la différence beaucoup quand je travaille dans le cinéma ou dans certains documentaires très poussés, c'est très important d'avoir d'énormes bases de photographie, etc. Avant de plonger, d'abord de comprendre vraiment l'image avant de faire de l'image en plongée. Donc la réponse à la question, c'est j'ai d'abord fait de l'image avant de la plongée. Vous faites un peu de photos, vous, non ? Un petit peu ? Vous avez une petite caméra sous-marine, non ? On a une GoPro. Ouais, bon, parfait. On s'amuse, quoi. Ouais, très bien. Ça commence comme ça. Tu viens de rentrer d'un séjour en Norvège où tu as rejoint Arthur Guérin-Boeri pour un tournage. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce projet particulier ? Donc, ce projet est né, en fait, d'un premier tournage que j'ai fait avec Arthur Guérin en Norvège. Et autour d'une table, comme la plupart des projets d'ailleurs se font surtout avec moi, en discutant, les sujets viennent sur la table, les ambitions, les idées de chacun. On se met à se dire, faisons quelque chose. Et puis en fait, ce projet est né à la base dans la tête d'Arthur, qui avait envie de faire un voyage en apnée autour du monde. Ça faisait des années qu'il voulait le produire, qu'il voulait le faire. Et il attendait de trouver la bonne personne. Bon, visiblement, la bonne personne, c'était moi. Et puis, avec mes contacts, j'ai pu proposer son projet à des chaînes télé qui l'ont de suite accepté. Et donc, ça, c'était au mois de février. Et hop, 8 mois plus tard, on est parti en tournage pendant 3 semaines en Norvège avec une équipe de presque 6 personnes pour tourner ce premier épisode qui va être en fait une série présentée par Arthur, une série de documentaires type magazine, et on va partir à la découverte autour du monde. Alors, c'est très accessible, c'est pas très documentaire, tu vois, ça va être dynamique, on va suivre Arthur un peu dans son aventure. Voilà comment est né le projet. Autour d'une table, en train de manger du poisson en Norvège. Et donc, tu nous as dit que Arthur, lui, plongeait en apnée. Ouais. Et donc, est-ce que toi aussi, tu l'es su en apnée ou est-ce que toi, tu plonges ? Non, alors moi, je suis très mauvais en apnée. Voilà, pour commencer. Très mauvais en apnée. J'ai travaillé avec Guillaume Néry, Julie Gauthier, Pierre Frolat, Stéphane Taureau, Arthur Guérin. J'ai travaillé avec tous les apnéistes, mais je suis une véritable quiche en apnée. Je les accompagne toujours en bouteille ou en recycleur. Voilà, je fais rarement de l'apnée parce que tout simplement, j'arrive pas à les suivre. Et je ne tourne pas de la même manière. Je suis quelqu'un qui pose ses plans, qui fait les plans 50 fois. L'apnéiste qui va filmer va faire une descente, il va attraper son plan, il va saisir l'instant à ce moment-là. Ça fait partie de sa mentalité d'apnéiste. Et moi, je suis plus dans le planification, je vais descendre, je vais poser mon cadre, etc. Donc, je ne les suis pas en apnée.
sauf quand j'ai fait les baleines en Polynésie avec Pierre Frola, que vous avez déjà rencontré, pendant 1 mois. Du coup, là, effectivement, c'est difficile de se mettre en bouteille tout le temps. Et donc, du coup, on avait fait le choix de tout faire en apnée. Donc là, je ne suivais pas forcément Pierre profond, mais je faisais des petits canards pour essayer d'attraper des instants en immersion, puisque l'apnée, c'est préférable pour approcher les grands animaux. C'est plus discret, c'est plus respectueux, c'est moins intrusif que de la bouteille, que des bulles, ça les dérange moins. Et donc, forcément, les images sont parfois plus belles. Vous avez déjà plongé avec les baleines, vous ? Non. Non. À La Réunion, Ils ont une super saison, Ouais. donc on espère qu'ils en auront aussi une belle cette année et qu'on aura l'occasion de plonger avec les baleines. La série, elle sort quand? là maintenant, je suis en montage. Donc, on est 3 personnes, Jimmy, Cédric et moi, au montage. Donc, le montage va durer à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Je vais pas faire que ça. En parallèle, j'ai d'autres films en production. D'ici le mois de février, ce sera à peu près bouclé. Et ça sortira, je pense, dans l'été 2024. Voilà. Et l'épisode suivant, lui, va rentrer en tournage, je pense, à la rentrée. Et la destination, ce sera top secret. Oh non. Un indice. Un indice ? Océan Indien. Oh là là. Bah ouais, mais C'est grand. C'est grand. Mais où ? Bah oui, mais tu as un indice. Tu m'appelles. Alors, tu veux un deuxième indice ? Ouais. C'est une île. Ah. Et il y en a plusieurs aussi. Ouais, c'est une très grande île. Madagascar. Ah, mademoiselle connaît sa géographie. Peut-être, c'est ça. On verra. Alors tu vas sûrement voir des requins-baleines. Ah, monsieur connaît son sujet aussi. À Madagascar, il y a des requins-baleines. Bon, il y en a ailleurs, mais effectivement, il y en a à Madagascar, ouais. Vous avez presque fait mouche tous les deux, hein. On est presque dans le sujet d'Arthur. Je m'appelle Arthur Guérin-Boéry. Je suis champion du monde d'apnée. J'ai consacré 10 ans de ma vie à cette discipline, établissant 8 records du monde. Aujourd'hui, j'ai soif d'aventure, de découverte et de communion avec la nature. Je veux explorer les océans et leur faune et rencontrer les femmes et les hommes qui vivent avec et grâce à l'océan. Je veux comprendre leur mode de vie, leur culture, leur histoire et les enjeux écologiques auxquels ils font face. Ma première étape me conduit en Norvège, au-delà du cercle polaire, dans les fjords du comté de Troms. C'est là que j'irai à la rencontre du prédateur le plus haut placé dans la chaîne alimentaire des océans, l'orque. Grâce à mes capacités et à travers les yeux de la découverte, je m'immergerai dans leur monde avec humilité et un respect profond pour ces créatures majestueuses. Je veux comprendre leur rôle crucial dans l'écosystème marin et leur place dans l'histoire de l'humanité. Ce voyage sera intense, émouvant et rempli d'images fortes et de souvenirs gravés. Une aventure qui vous fera découvrir les beautés de la nature, les défis et les dangers qu'elle présente, et les enjeux auxquels elle fait face toujours un peu plus chaque jour. Découvrez avec moi les secrets les plus profonds de notre planète. C'est toi qui fais le montage de tous les films ? Tous les films que je produis, qui sont mes projets aujourd'hui, j'essaye de garder la main sur le montage ou de m'accompagner de monteurs, mais que je vais diriger parce que j'ai fait, donc comme vous l'avez peut-être vu déjà, plein d'épisodes pour Canal+, c'est une série que je présente. Et comme d'autres films, j'ai pas été forcément au montage. Moi, ça me déplaît de voir un produit fini qui n'est pas celui que j'imaginais au départ, parce que forcément, il y a beaucoup d'intermédiaires entre le produit fini, entre ce que tu as en tête et le produit fini. Donc, j'ai fait le choix de le plus possible de monter mes propres films. Donc voilà, les productions actuelles, le Dauphin que j'ai tourné au Népal l'année dernière, c'était cette année d'ailleurs, plus la Norvège, tous les projets que je suis en train de faire, je les monte moi-même. C'est-à-dire que c'est fait dans le sud, même si je fais pas le montage à 100% et que je délègue un petit peu, c'est fait à partir de mes stations. J'ai une idée en tête et je veux que le film ressemble à ce que j'imaginais. Et j'évite de laisser, c'est un petit peu égoïste, mais j'évite de laisser la main à de gens qui n'ont pas la même implication que moi dès le départ, ou qui n'ont pas les mêmes émotions, qui n'ont pas vécu les instants tels que je l'ai vécu. Je pense que ça se sent dans le dernier film que j'ai fait sur le Dauphin d'eau douce au Népal, que j'ai monté moi-même de A jusqu'à Z. Donc la réponse est oui.
je monte mes films le plus possible moi-même. Ok. Tu as récemment présenté le film Le dernier dauphin de la rivière sacrée que tu as réalisé. Pourquoi avoir fait le choix de cet animal ? Alors, déjà, cet animal, je ne l'ai pas choisi. C'est lui qui est venu à moi, puisque, pareil, autour d'une table, en 2019, donc ça commence à remonter maintenant, il m'a fallu du temps pour vendre ce film, je vais expliquer pourquoi. Et donc en 2019, quelqu'un me parle de ce dauphin, je dis bon, mais ce dauphin d'eau douce, mais je connais effectivement le dauphin d'Amazonie, tout le monde connaît un petit peu le dauphin rose d'Amazonie, et j'entends parler de ce dauphin dans les montagnes de l'Himalaya, et je dis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça serait bien de faire un film là-dessus, ou en tout cas de chercher un peu plus. Et donc j'ai commencé à faire des recherches, j'ai commencé à rentrer en contact avec des gens là-bas, et je me suis rendu compte que cet animal, il était très peu connu, et qu'il avait un destin assez tragique. Il a eu beaucoup de violence contre lui, il a été pêché accidentellement, beaucoup menacé par la pollution, par la construction des grands bâtiments, des infrastructures humaines. Je me suis rendu compte que c'était un sujet très très fort, mais surtout, c'est un animal très difficile à trouver, puisqu'il en reste très peu dans le Gange, donc dans l'Asie. Et donc, pari tenu, au bout de 2 ans, je n'arrive pas à trouver de chaîne intéressée, parce que le sujet est trop difficile à croire. Les producteurs me disaient, mais non, tu ne trouveras jamais cet animal, tu ne vas jamais réussir à faire un film, c'est trop risqué pour nous. J'ai décidé de financer moi-même un premier voyage. Donc ça, c'est une implication personnelle. Donc j'ai fait un premier repérage avec Léonard, mon collègue. On est parti au Népal et on a cherché ce dauphin qu'on a trouvé. Évidemment, j'avais toujours 15 ou 20 personnes autour de moi près de la rivière. Ils étaient là parce que qu'est-ce qu'il fait lui, quoi, tu vois ? On est là pour filmer. Eux, ils appellent le dauphin, ils l'appellent le soussou. Tu ne parles pas un mot népalais, tu leur dis soussou. Ah ouais, il est là. Et puis en fait, c'est inscrit dans l'imaginaire collectif des gens. Ils vivent près des rivières, ils savent qu'il y a cet animal, ils savent même pas que c'est un dauphin. Ils pensent que c'est un esprit qui se balade. Ouais, le soussou, machin. Et puis si tu sors un petit peu de la rivière et que tu vas plutôt dans les villages à quelques kilomètres plus loin, les gens ne savent pas du tout qu'il y a un dauphin dans la rivière. Et ça les dépasse complètement. Et du coup, il n'y a que les gens qui vivent près de la rivière qui connaissent le soussou. Il y a beaucoup de légendes qui disent que le dauphin vient aider les gens qui tombent à l'eau et qui se noient, ou des choses comme ça. Il y a beaucoup de légendes comme ça locales. Au Népal, en Inde, c'est encore autre chose. Et donc, je suis revenu en France au bout d'une semaine avec la preuve que je pouvais faire un film sur le sujet. Ça, c'était en 2020, en plein Covid. Finalement, de voir cet animal en vrai, très furtivement, parce que je suis resté que 2-3 jours, et d'être vraiment immergé dans le sujet, ça m'a beaucoup touché personnellement, et je me suis retrouvé un petit peu obsédé par l'idée d'aller le filmer, d'en savoir plus, d'en faire plus. Et c'est devenu un peu une affaire personnelle plus qu'un film, cette histoire. Donc pendant des mois, j'ai continué à développer le sujet, j'ai continué à chercher les producteurs, etc. Et jusqu'à ce que vraiment j'en fasse des rêves, c'est-à-dire je finissais par rêver de l'animal, tellement son histoire m'avait impacté. Et donc finalement, j'ai réussi à trouver une chaîne intéressée qui m'a financé un film que j'ai tourné au mois de mars, et donc le film est sorti. C'est en voulant en savoir plus, et c'est en voulant faire ce film que le sujet m'a autant impacté, et donc c'est un film qui est très personnel. Et on le voit plus en groupe ou seul ? Dans le film, on le voit plus seul, parce que c'est très très difficile de le filmer. Il est très rare, il sort très très rapidement, l'eau elle est très boueuse, le terrain est compliqué, il n'en reste pas beaucoup. Donc on le voit plutôt seul dans les images, mais il se déplace par petits groupes de 4, 5, parfois 7, 8 individus. Donc dans une même zone, tu peux en apercevoir plusieurs en même temps, mais c'est pas comme les dauphins de mer où tu les vois par banc, et puis tu en vois 15, 20, parfois plus. C'est beaucoup plus timide et ils sont beaucoup moins présents en surface. Donc la réponse, je dirais qu'on le voit plutôt seul dans le film, mais en vrai, tu peux en voir plus. Est-ce qu'il y a eu des défis particuliers lors de la réalisation de ce film ? Ouais. On imagine une eau avec une visibilité assez limitée et beaucoup de contraintes concernant la lumière. Alors, la contrainte de ce film, c'est de trouver l'animal. On ne s'est pas rendu chez un tour opérateur, on ne lui a pas dit « je veux trouver un dauphin, est-ce que tu peux nous emmener ?» Il a fallu le chercher. En fait, le film à la base, c'est un film sur le dauphin, mais le film qui est sorti, c'est un film sur la quête du dauphin. On a passé des heures, des jours, en fait, à le chercher jusqu'à ce qu'on le trouve et qu'on le voit. Donc ça, c'est le défi principal. Tu ajoutes à ça les contraintes horaires, donc il sort très tôt le matin, très tard le soir. Et effectivement, la turbidité de l'eau m'a empêché d'avoir des images vraiment très claires de l'animal. Je compte y retourner dans quelques mois pour retenter de faire des images sous-marines de l'animal, puisque dans le film, il y a une grande partie de mystère. Le temps qu'on avait, un peu moins de 3 semaines pour faire un film, c'est court. La chaleur, enfin, tout ce qui est lié au terrain principalement. Et évidemment, les crocodiles, puisqu'on ne peut pas se mettre à l'eau n'importe où. Donc, il y a les crocodiles gaviales qui ont un très long bec, qui ne sont pas très dangereux, mais il y a aussi le crocodile, le mugger, le gros mugger avec une gueule très, très, très large. Comme l'eau est très trouble, on ne le voit pas. Donc là, à chaque fois que tu t'immerges dans l'eau,
Tu te demandes s'il n'y en a pas un qui traîne dans le coin, qui n'a pas de choper la jambe. Donc ça, c'était un défi et ça nous a empêché de nous mettre à l'eau à certains moments parce qu'on avait des doutes sur la sécurité à cause des crocodiles. Ça c'était un défi aussi qui nous a empêché de faire toutes les images sous-marines qu'on aurait voulu. Et ils sont agressifs, ils peuvent venir comme ça et te... Il n'y a pas de preuve qui dirait qu'ils le font ou pas. En réalité, il y a très peu de recensement d'attaques sur l'homme, mais les Indiens, enfin les Népalais qui étaient là à côté de moi, m'ont plus ou moins déconseillé parce que effectivement, c'était arrivé occasionnellement que le crocodile attaque. Alors, est-ce que c'est par manque de nourriture? Est-ce que c'est parce qu'il voit une ombre qu'il pourrait prendre pour une loutre ou pour un autre animal, voilà, c'est possible aussi, mais en tout cas, voilà, on n'a pas pris le risque. Le crocodile gavial, lui, qui a un bec très très long, est assez craintif. Et en fait, il a très très peur de l'homme, donc même quand je faisais voler mon drone, je m'approchais et en général, le crocodile, il s'en allait. Donc c'est pas le même, c'est un crocodile qui a un très très long bec, de très longues dents, qui ressemble un petit peu au dauphin. Okay. Lui, j'aurais pas de souci à me mettre à l'eau à côté de lui parce que je sais que c'est lui qui aura peur, plus que moi. Est-ce qu'il arrive de croiser les dauphins à des altitudes élevées? Auparavant, on pouvait trouver le dauphin, pas jusque dans l'Himalaya, mais au pied de l'Himalaya, dans les vallées qui sont en altitude. Alors, en termes d'altitude exacte, je pourrais pas t'aider. Je dirais quelques centaines de mètres, jusqu'à peut-être 800-900 mètres d'altitude. Ils ont remonté les rivières assez haut, jusqu'à ce qu'en fait, tout simplement, ils puissent plus, à cause de la profondeur et de la roche. Mais partout où le Gange remontait et où le fond était suffisamment profond et la rivière assez large, on pouvait trouver des dauphins jusque dans les années 70-80. Ça veut dire que très très haut, on pouvait les observer. Aujourd'hui, on n'en trouve plus, ça n'existe plus, ils ont tous disparu. Donc on les trouve beaucoup moins en altitude, beaucoup plus dans les vallées, qui sont vraiment en bas dans les grands plateaux indiens. Avant, on pouvait les trouver dans les montagnes. On pouvait admirer des dauphins avec la montagne derrière, la chaîne de l'Himalaya, et avoir des dauphins. Aujourd'hui, ça n'existe plus malheureusement. Et donc, est-ce que ce dauphin est protégé maintenant? Ce dauphin est protégé, il est classé comme une espèce menacée d'extinction. Il est un symbole dans le Punjab, en Inde, mais au Népal, il ne fait pas l'objet d'un programme de conservation clair qui pourrait concrètement vraiment aider à sa préservation. Par exemple, il n'y a pas d'organismes qui vont prélever des individus pour les mettre dans les zones où il a suffisamment d'eau. Il y a très peu de moratoires qui empêchent la pêche à certains endroits et qui pourraient éviter d'avoir des pêches accidentelles de dauphins. Il y a très peu de zones protégées comme des grands parcs nationaux qui sont dédiés à ce dauphin. Donc, il est protégé sur le principe, mais en réalité, il n'est pas du tout protégé. Donc, il est toujours en danger d'extinction et s'éteindra probablement, malheureusement, d'ici quelques années. Quand est-ce qu'on pourra voir le film et où? Alors, le film est déjà sorti officiellement sur la chaîne qu'il a acheté en premier, donc TV Monaco. Okay. TV Monaco va ouvrir une plateforme en janvier ou en février, donc tu pourras le voir sur cette plateforme. Et il sera vu ensuite sur toutes les chaînes habituelles, type Ushuaïa, etc., puisqu'il sera plus tard rediffusé en France et à l'international. Dans une rivière sacrée, où l'eau se fait de plus en plus rare, la destinée des hommes est liée à de mystérieuses créatures aquatiques. Elles sont comme des fantômes, des ondes lointaines, des formes sombres qui émergent des flots un court instant avant de disparaître à nouveau. Autrefois, un dauphin pouvait être aperçu jusqu'au pied de ces montagnes, surgissant furtivement aux yeux des moines qui lui donnèrent le nom de Soussou. Cette population de dauphins est en déclin. Si on ne peut pas la protéger, la sauvegarder, l'espèce finira par s'éteindre dans un futur proche. Nous allons partir à la recherche du plataniste, une créature rare et fascinante qui lutte pour sa survie dans un environnement devenu très hostile. Les derniers représentants de ces mammifères aquatiques vivent dispersés dans les eaux sacrées qui traversent les vallées du toit du monde. Il y a quelque temps, on avait eu la chance de tomber sur quelques épisodes de ta série Histoire engloutie à la télé. Tu as toujours été fasciné par les épaves et l'archéologie sous-marine? Non. Je ne suis pas un passionné d'archéologie sous-marine. Je ne l'ai jamais été. Ce qui m'intéresse, c'est les histoires sous-marines.
c'est l'histoire de manière générale. C'est pas l'archéologie au sens propre, j'ai jamais voulu être archéologue. Par contre, de raconter des histoires immergées, inaccessibles au commun des mortels, qui racontent des chapitres historiques très importants, ça m'intéresse. Donc j'ai toujours été intéressé par ce côté aventure, désireux de vouloir faire passer des histoires au travers de mes plongées. Donc Histoire engloutie, c'est la saison 2 en fait. Il y a une première saison qui s'appelle Mystère d'épave. On ne peut pas dire que je suis un expert en archéologie, je m'accompagne toujours de gens qui sont très compétents. Mais ce qui me plaît, voilà, c'est de découvrir des secrets. Donc, si tu as vu l'épisode, par exemple, sur les pirates, ça m'épate de trouver des épaves de pirates, de raconter des histoires fortes. Cette série est née d'un désir de vouloir faire passer des histoires dont j'avais entendu parler. Quel matériel vidéo utilises-tu pour filmer sous l'eau? Est-ce que c'est toujours la même caméra? Alors, j'utilise la même caméra depuis maintenant quelques années. Donc, je te tourne en RED. RED, c'est une caméra de cinéma qui est sortie dans les années 2014, 13-14, je crois, qui est une caméra qu'on utilise dans le cinéma. Et donc, moi, j'ai pris ces caméras-là pour les mettre dans des caissons et on utilise ces caméras-là dans des documentaires assez haut de gamme depuis quelques années maintenant, puisqu'ils ont une image vraiment très, très belle et une résolution très, très haute en 8K. Donc, j'utilise maintenant plus que ces caméras-là parce que je trouve qu'elles reflètent bien ce que j'ai envie de faire passer à l'image. C'est une image qui est très granuleuse, qui est très graphique, qui est très douce, contrairement à certains appareils photo d'aujourd'hui qui sont très piqués avec beaucoup de définition, très très sharp, mais qui passent pas l'émotion que j'ai envie de faire passer dans une image. Donc j'utilise des caméras qui sont assez grosses pour partir dans l'avion, etc. C'est pas facile, mais j'ai fait le choix de partir avec ces caméras-là plutôt qu'une autre. Toujours le même matériel depuis 2016 maintenant, le même type de caméra en tout cas. Tu n'as pas de problème de surchauffe de la caméra ou d'autonomie des batteries? Autonomie des batteries, effectivement, dans le froid, c'est un peu plus compliqué. De surchauffe de la caméra, c'est une caméra qui se calibre, donc non, je n'ai pas de problème de surchauffe. Une fois, j'ai plongé dans un volcan éteint aux Philippines, un ancien volcan dans la mer. Il y a une couche thermocline très 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 chaude au fond. Il faisait très 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 chaud. Alors pour le corps humain, ça va, mais la caméra, elle m'a un petit peu dit merci, au revoir. Donc elle s'est éteinte, il a fallu que je remonte. Donc effectivement, ça m'est arrivé une fois, 2017, ça remonte. Quel logiciel tu utilises pour le montage et la post-production? J'utilise un logiciel de chez Blackmagic qui s'appelle Resolve. Ça vous parle? Ouais. Vous montez sur quoi vos films, vous? Pareil. C'est vrai? Ben voilà, j'étais sur Final Cut Pro avant. Et puis en fait, Resolve propose aujourd'hui la version studio, un workflow et une configuration très très efficace pour moi. Et donc je n'utilise plus que ça. Donc on a le même outil de travail, tu vois. Ouais. Bah nous, c'est plus papa qui s'occupe du montage. Ben, il faut vous y mettre. Hein. D'ailleurs, il faudrait m'envoyer 2-3 petites vidéos. À vous? Ouais. Sur la chaîne YouTube, il y en a quelques-unes. Allez, je vais regarder, ça marche. Qu'est-ce que tu me conseilles? Les vacances à La Réunion, ce sera peut-être les plus exotiques. L'eau était claire. On n'a pas beaucoup de vidéos. Allez, vacances à La Réunion, je vais regarder. C'est parti. Alors, papa a une formation d'ingénieur du son et il aimerait savoir comment tu choisis les musiques pour tes films et plus généralement, s'il existe un moyen pour faire des prises de son sous-marines de qualité avec un équipement léger. Question très intéressante, la musique. Donc mon père est musicien. Tout à l'heure, j'ai menti, j'ai dit que j'avais pas fait d'études. Bon, c'est vrai à moitié, j'ai fait un bac, mais en fait, à côté de ça, j'ai fait des années de conservatoire. Bon, ça répond pas à la question. Qu'est-ce que j'utilise comme musique? Récemment, c'est mon père qui compose les musiques de mes films. Donc, celle du Dauphin, par exemple, tout a été composé par mon père. Le film d'avant que j'ai fait à Raja Ampat sur les jardiniers de corail, en Papouasie, c'est lui qui a composé. La Mauritanie que j'ai fait en Afrique, c'est lui aussi. Là, la Norvège, ce sera lui aussi. Donc, les films, en ce moment, c'est lui qui les compose. Donc, d'abord, je trouve des idées, donc, je lui propose des types de titres que je trouve sur Internet et je lui ai fait écouter. Je lui dis, voilà, j'aimerais bien un truc comme ça, comme ça. Et donc, lui, il les compose derrière. Des fois, ça marche pas, des fois, c'est nul. Et donc, je l'engueule. Et des fois, c'est bien. Et la deuxième question par rapport à la prise de son. Alors, je suis pas un expert en prise de son sous-marine, mais j'ai des hydrophones qui permettent d'enregistrer les sons sous l'eau. Alors, des sons de baleines ou tout simplement des sons de vagues ou de choses. Voilà. Donc, on a des hydrophones qu'on peut brancher soit sur un petit enregistreur numérique, soit sur la caméra. Évidemment, il y a des hydrophones plus perfectionnés que d'autres. Moi, j'ai un hydrophone qui passe partout, avec lequel j'ai pu enregistrer d'ailleurs le dauphin du Gange. Donc, simplement en faisant couler une capsule au fond de l'eau, parce que dans une rivière, il y a beaucoup de bruit dans l'eau. On s'en rend pas compte, mais en fait, l'eau, elle coule. Donc, si c'est pas trop pollué par ce genre de bruit, on entend assez bien. En l'immergeant, par exemple, au milieu de l'océan, s'il n'y a pas de bateau autour, tu peux entendre des baleines très, très, très loin. Notre papa croit avoir déjà croisé ton papa à toi en studio dans sa vie d'avant quand il passait beaucoup de temps aussi dans les studios d'enregistrement. C'est possible. Alors sur Paris, il a passé beaucoup de temps, mon père, en studio en plus, donc il était musicien de studio, donc c'est possible qu'ils se soient croisés, effectivement. Alors là, depuis 4-5 ans, il travaille quand même beaucoup plus dans le coin ici, donc moi je suis sur la Côte d'Azur à Nice, donc là il est plutôt dans le coin, il voyage pas mal, mais entre les années 2000
2005 et 2015, ouais, il a pas mal bougé et il était notamment en studio à Paris. C'est possible. Il jouait de la guitare? Tout à fait, de la guitare. Guitare électrique ou guitare normale? Bon, il fait les deux, mais plus électrique dans le jazz, ouais. Comme moi. Ah, tu fais de la guitare, toi? On a pu voir dans les vidéos disponibles sur ton site que tu plonges en recycleur. Est-ce que tu plonges toujours en circuit ouvert à l'occasion ou est-ce que pour le travail, tu es définitivement passé au recycleur? Non, je ne suis pas un fervent défenseur ni un grand utilisateur de recycleur. Je préfère le circuit ouvert parce que c'est comme ça que j'ai appris la plongée et que voilà, j'apprécie un peu plus la liberté de mouvement, etc. Bon, tout ça, ça se discute, hein. Mais du coup, j'utilise le recycleur soit à la plongée un petit peu plus profonde, qui donc devient forcément un peu plus risquée en circuit ouvert pour plein de raisons. Dès que je dépasse les 30-35 pour travailler, je passe en recycleur. Pour ça, je me fais accompagner par des gens qui sont des plongeurs sécurité. Ou alors pour des raisons très spécifiques, type bulle, donc un besoin spécifique de filmer des animaux. Par exemple, là, j'ai fait un tournage en Martinique l'année dernière pour The Explorer, avec Bruno Germain, qui est donc mon plongeur recycleur. Et donc là, même entre 0 et 30 mètres, on avait fait le choix de tourner en recycleur pour faire le moins de bruit possible, pour approcher le mieux possible les animaux. Voilà, j'utilise que pour ces raisons-là. Sinon, je continue à plonger en circuit ouvert autant que je peux. Je pense que le circuit ouvert, passé 25-30, à long terme et sur une utilisation intensive, est moins confortable que le recycleur, qui est plus avantageux. Voilà, le mélange de gaz sont plus adaptés et permettent d'être en meilleure forme. Est-ce que tu aurais des conseils à nous donner pour faire de belles images avec une GoPro lors de nos prochaines vacances pour du snorkeling ou de la plongée? Alors, est-ce que tu utilises la GoPro dans un petit caisson d'origine ou est-ce que tu as un caisson GoPro avec un dôme? Juste le caisson d'origine. Bon, alors, premièrement, je dirais que tu peux penser à sécher ta GoPro au sèche-cheveux avant de la fermer quand tu es dans un pays chaud, par exemple, pour éviter de la buer. Ça arrive souvent sur les GoPro, en particulier sur les modèles 8-9 que j'avais, que quand il y a un petit peu d'humidité dans le caisson, dans les pays chauds, c'est difficile de l'éviter. Tu ouvres ton boîtier pour dérocher ta carte et puis l'humidité rentre, tu refermes la caméra. Ok, il y a de l'humidité qui se crée dedans. La caméra chauffe quand tu l'utilises. Tu la laisses au soleil sur le bateau, tu descends dans l'eau, tu as de la buée. Okay. Ça, c'est un truc assez inévitable. Alors aujourd'hui, avec les GoPro 10, 11, je ne sais pas si ça existe encore. Mais en tous les cas, moi, je faisais très attention de bien sécher le caisson pour pas avoir de buée. Première chose. Deuxième chose, quand tu plonges avec la caméra, surtout en snorkeling, tu as souvent des petites bulles qui s'accrochent. Alors, moins avec les petits caissons d'origine, parce que la vitre est toute petite. Mais c'est vrai que tu as les bulles qui peuvent s'accrocher. Moi, j'aime bien régler ma caméra, comme tous les gens qui travaillent dans le milieu professionnel, en log. Donc, c'est-à-dire d'avoir un paramètre de couleur qui, à première vue, dans la caméra, peut paraître un peu délavé, un peu désaturé, pas très coloré, mais qui, en post-production, en montage, me permet de faire un peu plus de choses. Je pourrais t'expliquer à l'occasion si tu veux. Et surtout, je conseille de filmer en 50 ou 60 images secondes et de monter sur Resolve en 25 images secondes. Ça, normalement, c'est ce que tu fais pour pouvoir faire du ralenti et donc avoir un peu plus de stabilité et de matière. Parce que c'est vrai que quand tu filmes pendant 5 secondes une baleine, si tu filmes au ralenti, tu vas avoir 15 secondes d'exploitable. Et le ralenti donne un côté un peu plus doux et donc, du coup, bouge un peu moins. J'aime bien régler ma GoPro sur des fréquences comme ça d'images un petit peu élevées. Après, des conseils, si j'ai un conseil à te donner par rapport à l'utilisation vraiment elle-même, c'est de prendre une petite perche. Le problème de la GoPro, c'est qu'en fait, tu la tiens à bout de bras et le simple fait de faire ça, en fait, ça fait des vibrations dans l'eau et c'est pas très très beau. Alors, il faudrait vraiment être super stable, tu vois. Okay. Et le fait d'avoir une poignée vraiment pour tenir la caméra, voire 2 petites poignées avec une petite platine en dessous, c'est un truc facile à bricoler, ça. Ça sera beaucoup plus stable pour filmer et là, le résultat sera quand même beaucoup plus intéressant. Okay. Quand tu filmes, évite de rester statique. Essaie de bouger avec le sujet tout en pivotant ta caméra pour garder le sujet centré et donner un mouvement dans tes images. Ce sera plus sympa que de te poser au fond et filmer. Peut-être qu'on pourra se faire une émission tutoriel à notre retour de la Réunion pour que tu nous expliques ce qu'on pourrait faire de nos rushs vidéo. Absolument, on pourrait faire un partage d'écran et puis on se fait un truc sur Resolve. Je prends les images que vous avez, vous prenez les mêmes images, puis on essaie de bricoler un truc ensemble. Mais à une condition, c'est qu'avant de partir, tu règles la caméra comme moi je décide. Ok. Alors, c'est vrai que ça a le désavantage quand tu récupères les fichiers d'avoir des fichiers plus lourds, des fichiers qui peuvent paraître les couleurs bizarres, etc. Et ça, c'est quelque chose qui se règle après. C'est cool. On aura un beau film de vacances. On fera le montage de votre film de vacances. Un beau montage de film. Voilà, c'est ça. Et avec la GoPro, tu filmes aussi en surface ? Non, c'est juste des images sous-marines. Mais on peut faire. Oui, tu devrais faire quelques plans en surface, histoire de donner une petite introduction à ton film et une fin. Parce qu'après, il y a tout ça, c'est beau, c'est de la technique, il y a des histoires de montage, mais ce qui est important dans le montage, c'est quand même la narration, ce que tu vas raconter.
Si je vais juste faire des images de dauphins et que je reviens sur Resolve et que je monte des images de dauphins, ça n'a pas de sens. Il faut qu'il y ait une introduction, il faut qu'il y ait une problématique, une péripétie. Tu fais quoi comme en seconde, vous avez des options, non? Littérature, maths, vous avez des choix, non? Ouais, on va faire les choix de spécialité là cette année. Ah, cette année. Ouais. T'as pas encore fait le choix, donc maintenant. Moi, je pense faire maths, physique et SVT. Ouais, on va pas être copains, toi et moi. Non, parce que si tu étudies un petit peu la littérature ou le français, même au niveau seconde, première, normalement tu vas en faire un peu, on t'apprend à faire des rédactions avec introduction, développement, conclusion. C'est pareil pour un film. Si tu veux raconter un beau film, il faut qu'il y ait une introduction, disons une problématique, une péripétie, un développement et puis une conclusion. Même un film de vacances, il se raconte comme ça. Ok, on a du travail. C'est ça. On a vu un plan sur ta bande démo qui nous a particulièrement plu, celui avec le requin-baleine qui vient vers toi, pleine face. Il est super beau et impressionnant. On espère qu'on pourrait faire des plans comme ça un jour. Madagascar. Ah. Madagascar, Nocibé, 2016. Tu sais, les requins-baleines, c'est comme les baleines d'ailleurs. Faut pas leur courir après. Les baleines, elles aiment bien venir au contact et elles sont parfois un peu curieuses. Quand elles le sont pas, le meilleur moyen de les filmer, c'est de faire déposer sur leur passage en espérant qu'elles passent par là où tu es. C'est typiquement ce qu'on faisait avec les requins-baleines, c'est-à-dire on se positionnait sur leur chemin, jamais trop près, jamais trop vite, jamais trop fort, etc. La plupart du temps, 8 fois sur 10, le requin il passe à côté de toi parce qu'il s'en fout un peu de nous, un peu comme les baleines. Je dirais presque moins craintif que les baleines. Et donc j'ai eu la chance d'avoir cette grosse bestiole passer vraiment à 2 cm de moi. J'ai dû me pousser. Ah ouais. J'ai eu la chance de pouvoir sentir sa peau. C'est une peau qui est très, très rugueuse, limite qui fait un peu râpeuse. À quel âge as-tu commencé la plongée? Alors, à plonger, à filmer sous l'eau ou à plonger? Plongée. La plongée sous-marine, je devais avoir peut-être 20 ans, comme ça. Assez tard, en fait. Je faisais de la chasse sous-marine avant et j'ai fait de la plongée sous-marine assez tard. Donc, j'ai pas été élevé dans le milieu de la plongée. C'est pour ça que je suis un plongeur, c'est vrai, mais je suis quand même plus du milieu du film que du milieu de la plongée. Je vais plus dans les festivals de films que dans les salons de la plongée. Ok. Quel niveau de plongée as-tu? Alors, tu sais, quand on travaille en plongée, on n'a pas des niveaux de plongée comme les gens qui font de la plongée dite sportive loisir. Quand tu fais de la plongée loisir, tu as des niveaux donc, que tu connais, niveau 1, niveau 2, PE20, PE40, PA60, machin. Mais en plongée professionnelle, dans le cadre du travail, j'ai pas dit des moniteurs, mais dans le cadre du travail, tu es ce qu'on appelle scaphandrier. Donc, scaphandrier, c'est un autre diplôme qui défend du code du travail, donc c'est pas la même chose. Donc moi j'ai un niveau scaphandrier 2B, je suis pas allé jusqu'au 3B comme Laurent Balesta par exemple, parce que j'ai pas nécessité d'y aller, j'irai peut-être un jour. J'ai aussi un niveau loisir, dive leader, c'est masse, je crois, ça fait un équivalent de niveau 4, je crois. J'ai pas besoin d'être moniteur, ni plus que ça. Je suis jamais dans un cadre où je me retrouve avec d'autres plongeurs loisirs sur un bateau. Je ne suis pas moniteur. Je vais t'emmener sur l'épave d'un vrai bateau pirate. Emmène-moi là où cette histoire a commencé. Dès que les pirates voyaient un navire marchand arriver, ils l'attaquaient. C'était pour tout piller. J'ai du mal à le croire, mais c'est peut-être un morceau de bois du bateau. Après avoir passé 400 ans sous l'eau, c'est un vrai miracle. C'est la plus grosse catastrophe naturelle du XXe siècle. Je vais descendre sur ces épaves pour comprendre ce que ces navires et leurs équipages ont traversé. Pour vous raconter cette page méconnue de l'histoire de France. Dès que je passe la tête sous l'eau, c'est chez moi. Je pense que c'est pas imaginable. C'était apocalyptique, personne ne pouvait se douter. En Italie, je vais plonger au cœur des vestiges portuaires exceptionnels de l'Empire romain. Je n'aurais jamais pu imaginer découvrir sous l'eau des décors aussi somptueux. Et c'est ça en fait qui est magique dans l'archéologie sous-marine, c'est qu'on passe à côté de vestiges qui ont 2000 ans et un jour, eh bien, on s'attarde un peu dessus, on révèle l'histoire. Plongeurs, préparez-vous! Si tu as en tête ces navires modernes, avec leurs tourelles mécanisées, tout ça, c'est grâce à celle-là. Jolie casquette.
Est-ce que tu as déjà eu une panne d'air? Oui, plein de fois. C'est des pannes d'air qui ne sont jamais incontrôlées. C'est-à-dire que je sais que j'arrive à une certaine limite, je sais où j'en suis et je décide soit de pousser un peu plus loin parce que j'ai toujours un collègue à côté de moi qui peut me donner son détendeur et donc je décide de pousser un peu plus loin et de descendre parfois un petit peu trop parce que j'ai besoin de finir quelque chose. C'est jamais quand il y a des paliers, c'est que quand j'ai pas de palier à faire ou c'est jamais quand c'est profond ou quoi. Donc la panne d'air involontaire, j'ai plus d'air, il faut que je remonte. Non, ça m'est jamais arrivé parce que si tu as une panne d'air et que tu t'en aperçois pas avant, c'est qu'il y a un problème, c'est que tu n'as pas bien surveillé ton mano. Ou alors que tu as une fuite qui n'est pas contrôlée, et là, effectivement, c'est pas ta faute. Combien as-tu fait de plongées et est-ce que tu les comptes encore? Non, en fait, j'ai jamais compté. Jamais. J'ai un bouquin, tu sais, le fameux bouquin qu'on a quand on remplit ce nombre de plongées, là, tu sais. Je crois qu'il est vide. Je l'ai jamais rempli. Alors, j'ai un petit indice parce que j'ai une caméra que j'ai depuis 2016 seulement, où il y a un compteur. C'est ma caméra sous-marine depuis 2016. Et je l'utilise sur toutes mes plongées quasiment. Si je plonge, c'est que je tourne. Et cette caméra, elle affiche presque 2000 heures. Donc, si tu comptes le temps d'enregistrement, il y a au moins 2000 heures de plongée. Alors, tu vas me dire, c'est pas beaucoup 2000 heures. Mais si tu comptes le temps de plongée et le temps de tournage, tu te rends compte que tu peux multiplier par peut-être par 3 cette valeur. Et ça, c'est que depuis 2016 et c'est que juste sur une seule caméra. Il faudrait convertir le nombre d'heures en nombre de plongées. Voilà, ça pourrait se faire. Mais je ne pourrais pas te dire. Sûrement plusieurs milliers. Est-ce qu'il y a un animal que tu aimerais voir mais que tu n'as jamais vu? Laisse-moi réfléchir. J'ai vu beaucoup d'animaux. Il y a des animaux que j'ai pas vus. Le grand requin blanc, par exemple. Voilà. D'ailleurs, je suis sur un projet où on devrait aller le filmer. Bon, j'ai jamais vu le grand requin blanc parce que j'ai jamais été amené à tourner dans ce sujet-là. Maintenant, c'est pas un animal que j'ai forcément envie de voir. Non, il n'y a pas d'animaux. Tous les animaux sont bons à prendre. Il y a des trucs plus intéressants. Le requin du Groenland, par exemple, que j'aimerais bien rencontrer ou filmer. Avoir envie de les voir et de les filmer, c'est autre chose. Mais il y a quand même un animal que j'aimerais bien voir plus, c'est le dauphin du Gange, le Népal. C'est vrai, c'est un des animaux que j'avais pas vu et que j'avais envie de voir, que j'ai pas assez vu sous l'eau, en tout cas pas assez près. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai en tête qu'il faut que je fasse. Sinon, voilà, requin-baleine, orque-baleine, requin en général, j'en ai vu beaucoup et je peux pas te donner un animal en particulier que j'ai envie de voir là maintenant de suite, à part le dauphin. Ok. Quel est ton animal sous-marin préféré? Je sais pas. En fait, c'est les instants que je partage avec les animaux qui font que cet animal devient pour moi marquant. Tu vois ce que je veux dire? Alors c'est vrai que pour beaucoup de gens, voir une baleine, c'est un animal préféré parce qu'ils adorent l'animal, etc. Bizarrement, tu vois, j'ai eu plus d'émotions à tourner sur ce dauphin en Inde, au Népal, qu'à filmer pendant un mois les baleines, parce que le contexte était différent. L'orque que j'ai fait en Norvège, là, ça m'a bien plu. J'ai trouvé l'animal assez beau, assez intéressant dans son comportement. Je le trouve assez joli. J'ai pas d'animal préféré, mais j'ai une petite préférence pour filmer certains animaux. Est-ce que tu as une plongée favorite ou une plongée qui t'a particulièrement marqué? Ouais, en Nouvelle-Zélande. J'ai tourné en Nouvelle-Zélande il y a 4 ans et j'ai vu des décors que j'avais jamais vus ailleurs. Alors effectivement, quand tu vas en Papouasie, par exemple, ou à Madagascar, bon, c'est des pays tropicaux. Tu plonges, il y a beaucoup de corail, beaucoup de poissons. C'est très, très beau. Bon, eh ben, quand tu as vu un pays tropical, en général, tu sais à peu près à quoi ressemblent d'autres pays tropicaux. Voilà, si tu vas à Madagascar, tu sais que si tu vas en Indonésie, tu vas trouver à peu près le même type de couleurs, les mêmes ambiances, même si c'est très différent. Mais en Nouvelle-Zélande, parce que c'est un pays qui se trouve à des latitudes un peu inhabituelles et avec des rencontres entre des mers et des océans, la mer Tasman et le Pacifique, qui sont des rencontres d'écosystèmes assez différents, il y a donc un décor et une faune assez intéressante. Et personnellement, quand j'ai plongé en Nouvelle-Zélande, au nord et au sud, j'ai vu 2 types de décors complètement différents. Ça ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu ailleurs. Voilà une plongée qui m'a vraiment marqué. Et la deuxième plongée, parce qu'elle est très belle, c'est évidemment le Raja Ampat en Papouasie, le plus loin possible de tous les touristes. Là, effectivement, c'est très très beau, très très coloré, des poissons partout, très peu d'humains. Il y a des petits défauts quand même, mais voilà. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir peur ou de ressentir des appréhensions quand tu plonges? Ouais, ça m'arrive. Tu le sais, hein, on plonge quand on est bien dans sa tête. On peut pas plonger si on a des soucis, parce que la plongée, elle augmente un peu cette sensation d'isolement, de renfermement. Donc il faut toujours plonger quand tu es bien dans ta peau. Et ça m'est arrivé d'être au travail, d'être stressé et d'avoir des soucis dans la tête parce que voilà, en France, j'avais tel ou tel problème, de plonger et de me sentir angoissé parce que j'étais pas bien tout simplement. Et dans ces cas-là, il vaut mieux arrêter de suite, remettre la plongée au lendemain, etc. Donc oui, ça m'est arrivé de plonger angoissé pour des raisons comme ça.
Aujourd'hui, un petit peu plus pour des raisons de sécurité, parce que quand on est plus jeune, on réfléchit pas toujours à ce qu'on fait, donc on se jette dans le truc et on fait des plongées très risquées, très profondes, dans des conditions très froides, très particulières. Aujourd'hui, je réfléchis à 2 fois avant d'y aller, parce que je me dis, attends, mais quand même, c'est pas très bien, ou c'est un peu dangereux, donc des fois j'y vais, des fois j'y vais pas. Mais bien sûr, ça m'arrive d'avoir peur aussi, quand tu plonges sous la glace dans le noir, sans ligne de vie, par exemple, ce qui m'est arrivé en Finlande, avec une couche de glace épaisse de 80 centimètres, sans ligne de vie, parce qu'il fallait pas que je l'ai dans la caméra, dans le noir, sans lumière, tu descends, et là, il faut filmer des trucs à travers la glace, et tu te dis, mais il se passe quoi si je retrouve pas la sortie? Donc là, tu peux avoir un peu peur. Mais après, il faut avoir confiance en ce que tu fais. Est-ce qu'il y a une question que tu aimerais qu'on te pose et qu'on t'a jamais posée? La question qu'on me pose rarement, c'est est-ce que je vais continuer longtemps à faire ce métier? Ok, est-ce que tu vas continuer longtemps ce métier? Eh ben, je sais pas. Je suis un homme de passion, c'est vrai, mais j'ai aussi envie d'évoluer et d'avancer dans le métier de l'image. Et donc aujourd'hui, par exemple, je fais aussi des films qui ne sont pas en plongée forcément. Le Dauphin, effectivement, c'est un film qui est lié au milieu aquatique, mais 90% du film se passe quand même sur la Terre. Donc, tu vois, je m'éloigne un peu de la plongée, donc c'est pas impossible que d'ici quelques années, je fasse d'autres films qui n'ont rien à voir avec la plongée, ou je continue d'en faire en tout cas, mais pas que. Et peut-être même qu'un jour, j'arrêterai de faire de l'image et j'irai élever des chevaux quelque part. Quels sont tes futurs projets? Donc là, on monte le film sur l'Arctique. J'ai un projet sur la faune Blackwater, donc de nuit en Méditerranée, qu'on a commencé à tourner. Donc c'est que des petites espèces qu'on trouve sur les côtes françaises méditerranéennes, mais de nuit. J'en ai un autre où je vais repartir à l'aventure sur des épaves. J'en ai un autre qui va parler d'espèces d'eau douce dans les montagnes, par chez nous, ici sur la Côte d'Azur aussi. J'ai un autre film qui est la suite du Dauphin en Mauritanie, en Afrique. J'ai un autre film en Mauritanie sur la culture des anciennes cités africaines. J'en ai plein. J'ai plein de projets. Il faut jamais s'arrêter d'avoir des projets. Et tu vois, en fait, ces projets mettent tellement de temps à se faire que, en fait, à l'instant T, j'ai l'impression d'avoir 10 films en route, mais en fait, ça va durer 3 ans pour faire tout ça. Donc tu vas pas arrêter tout de suite de faire des films? Donc je vais pas arrêter tout de suite de faire des films. Quand je dis ça, je vais parler plutôt à l'échelle de 10 ans, 12 ans, 15 ans peut-être. Mais là, je peux pas arrêter parce que je suis en montage, il faut que je finisse d'autres trucs pour vite en faire d'autres après. Où peut-on voir tes films? Est-ce que ce n'est que lors de passage à la télé? Ou est-ce qu'il est possible de les louer ou de les acheter sur certaines plateformes? Les 2 saisons des épaves, Mystère d'épave et Histoire engloutie, ont été diffusées d'abord sur Canal, mais aujourd'hui sont disponibles en location sur Apple TV, sur Amazon, sur Sky One. Donc si tu veux voir les anciens épisodes de la série ou les nouveaux que tu n'as pas vus, tu peux aller sur ces plateformes les louer. Tu peux aussi retrouver le film sur Adja en pâte ou sur la Mauritanie sur YouTube, sur le site de Arte. Il faut savoir que les films, quand ils sont pour la France, ils sont diffusés d'abord en général pendant 1 an sur la chaîne qui les achète et ensuite ils sont distribués un peu sur toutes les plateformes. Donc tôt ou tard, tu finis toujours par avoir l'occasion de pouvoir le louer, de le regarder. Quand est-ce qu'on plonge ensemble? Quand est-ce que vous serez à La Réunion? Juillet-août. Juillet-août? Ah, vrai, ouais. Est-ce que La Réunion, c'est loin de Madagascar? Non, pas loin. Pas très très loin, effectivement. Donc, vous aurez deviné que le prochain épisode de Arthur devrait se passer dans ce coin-là. On verra. Mais peut-être à La Réunion, ou sinon, si vous descendez sur la Côte d'Azur, plus simplement, ça c'est plus facile. Donc, moi j'habite à Nice, et là on peut plonger, il y a des belles choses à voir. On peut se faire une plongée ici si vous voulez. Carrément. Petites vacances sur la Côte d'Azur. Ah ouais, avec plaisir. Ça fait moins rêver que Madagascar, mais c'est quand même chez nous, donc il faut quand même plonger chez nous aussi. Je pars au Mexique fin janvier. Ah, il y a des requins-baleines aussi au Mexique. Non, mais je vais dans les cénotes. Ah, ok. Dans les grottes, tu sais, dans la jungle. Donc, du coup, je vais pas voir de requin-baleine. J'y vais pour... là, c'est pour le travail, toujours, évidemment. Mais c'est pas pour un documentaire, c'est pour une marque de plongée très connue. C'est Aqualung? J'ai fait un stage chez Aqualung il y a 2 ans. Ah bon? À Carrosse ou à... Les 2. Ah, t'as fait les 2? Ouais. Je les connais bien. Je suis ambassadeur depuis 2018 d'Aqualung. T'as quoi comme combi et comme stable? Moi, j'ai pas de stab, mais j'ai une combi. J'ai 2 combis Aqualung, une shorty et une intégrale en 3 mm. J'ai une palme Aqualung, un masque Aqualung, un tuba Aqualung, un ordinateur Aqualung. C'est quoi ta combi? C'est une Bali 3 mm? C'est une Bali un peu bleue là? Ouais. Très bien, c'est celle que j'utilise aussi en pays chaud. Voilà, on a la même. Mais là, il m'en faut une plus épaisse parce que moi, je suis très 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 frileuse. Donc, la 3 mm, c'est pour la piscine. Bah oui, il y a celle que j'ai qui est très très bien, très très souple. Je t'enverrai le nom, Okay. je te conseillerai sur un truc, un 5 mm. Très très souple, très très bien. Moi j'aime bien. Et en détendeur, t'as quoi? J'ai pas de détendeur non plus. Papa, il va falloir investir là, hein. Ça va pas du tout.
Merci beaucoup de nous avoir accordé du temps, Kevin, et à très bientôt. Merci à vous pour toutes ces questions et cet intérêt. Et puis j'espère que vous allez continuer à plonger et ramener des belles images qu'on montrera ensemble du coup. C'est sûr. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un petit cœur ou un pouce en l'air. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook ou sur notre site lesplongeurspadawan.com. À bientôt.